Aujourd'hui, j'analyse le rendez-vous commercial d'un de mes clients. C'est un des meilleurs experts go-to-market que je connaisse. Il a accompagné de belles boîtes SaaS partout dans le monde, que ce soit aux US, en France. Il est très sollicité par des dirigeants d'entreprises en forte croissance. Mais malgré son expertise, mon client commet une erreur pendant ses rendez-vous commerciaux. Une erreur qui allonge le temps de décision d'achat de ses prospects, voire même lui fait perdre quelques ventes. Alors il en a conscience, c'est pour ça qu'il m'a appelé pour analyser un de ses rendez-vous pour améliorer ses performances commerciales. Le rendez-vous en question, c'est avec une boîte américaine qui a levé 100 millions de dollars et qui cherche à augmenter le nombre de leads qu'elle génère. Alors on va décortiquer le rendez-vous ensemble et je vais vous montrer où ça dérape, pourquoi ça dérape et comment éviter ce piège. Le but de cette vidéo, vous aider à améliorer vos rendez-vous et votre taux de closing. Allez, on démarre. Alors du coup, pour le contexte, là, on a le prospect qui cherche à optimiser sa stratégie d'outbound pour générer plus de leads. Et donc, du coup, on lui a recommandé mon client pour l'aider. Et donc là, on est sur un rendez-vous découverte où mon client va essayer d'analyser, d'identifier les besoins, les enjeux du prospect. Donc, on va voir ça. Hey, how are you doing? Good, and you? I'm good. I'm good. Thanks for taking the time to chat with me. I'm really excited for our conversation. My pleasure, my pleasure. Where are you based? I'm in. Okay. What about you? Currently in. I was actually last month. Bon, je m'arrête rapidement ici pour parler de small talk et de l'importance du small talk. Aux États-Unis, là, on est sur un rendez-vous avec une boîte américaine. Donc, généralement, les rendez-vous commencent souvent avec une discussion un peu informelle. C'est plus simple, c'est dans la culture. Donc voilà, on parle de tout et de rien, etc. Donc même ça peut parler de sport, ça peut parler de météo, bon là ça peut parler de voilà du lieu où on vit, etc. Bon, c'est hyper important ce moment-là, il ne faut pas le négliger. Là vous voyez, il y a une connexion plutôt naturelle qui se fait, ça sourit, ça rigole, etc. Moi, je vois deux avantages à commencer un call avec du small talk. Je dis ça parce que je vois encore beaucoup de rendez-vous où ça démarre directement par « bon, bah, vous avez fait une demande sur mon site. Du coup, ce que je vous propose, c'est vous me parlez un peu de vos enjeux et de vos problèmes. Et moi, je vous ferai une présentation pour vous dire comment on peut vous aider. Ça vous vient voilà. Moi, je trouve que c'est un peu rude de commencer comme ça. C'est pas faux, mais c'est un peu rude. L'avantage du small talk, j'en vois deux. Je vois deux avantages. Le premier, c'est dédramatiser l'exercice du rendez-vous commercial. Parce que même quand on a de l'expérience, et que ça fait beaucoup de temps qu'on fait ce métier de commercial et qu'on fait beaucoup de rendez-vous, bah, un rendez-vous commercial, ça reste un rendez-vous commercial. Ça reste un exercice quand même stressant. Surtout, ça dépend des enjeux. Est-ce qu'on est en retard ou pas dans notre chiffre d'affaires ou pas? Voilà, ça dépend beaucoup du contexte de la boîte, du contexte du commercial, du contexte du fondateur. Dédramatiser du coup un rendez-vous commercial, c'est pour moi l'avantage, c'est d'avoir vraiment en tête qu'un rendez-vous commercial, c'est une discussion. Pour moi, un closing, c'est une série de discussions avec une personne ou plusieurs personnes qui ont mené les personnes à se dire ok, la boîte qu'on a en face, c'est la boîte qu'on veut pour nous aider à résoudre tel ou tel problème. Mais ça reste des conversations. Et le small talk permet de garder ça en tête. Voilà. On n'est pas dans un exercice de style. On se calme, on est face à notre humain et on va du coup juste échanger. Il va me partager ses problèmes. Moi, je vais lui partager les solutions que je peux lui proposer et on va voir effectivement si c'est pertinent d'avancer ensemble ou pas. Et je trouve que le small talk, ça instaure ça dès le début. Ça permet aussi également d'instaurer dès le départ la confiance aussi des deux côtés. Et de se dire aussi un truc tout simple. Quand on se connecte au départ, surtout aujourd'hui, la plupart des rendez-vous ne se font pas physiquement, se font beaucoup. Alors, en tout cas, pour beaucoup d'industries. Il y a encore beaucoup d'industries qui font des rendez-vous physiques. Mais en tout cas, quand on est sur là, un rendez-vous comme celui-ci, où on est à distance, bon, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à sentir, etc. Et donc, du coup, on ne connaît pas l'autre. Il y a toujours un petit moment de gêne. Bah, ces moments-là, ça permet un peu de détendre, de se dire, OK, ça va être cool ce rendez-vous, ça va être une bonne conversation. Deuxième avantage, pour moi, c'est de déceler un petit peu comment on s'adapte un petit peu à l'autre. Alors attention, je ne suis pas fan, pour ceux qui suivent mon contenu, des analyses de profils psychologiques. Voilà, ça je trouve ça, ça limite, je ne suis pas du tout fan de ça. Mais par contre, le small talk permet de voir un petit peu la vibe de l'autre. Et l'autre peut voir notre vibe. Quand je parle de vibe, c'est, moi par exemple, je suis quelqu'un d'extraverti.
Si j'ai quelqu'un en face de moi qui est introverti, qui parle plus doucement, etc., je vais essayer de m'adapter à son énergie. Je ne vais pas parler fort ou bien faire des blagues toutes les 5 minutes, etc., mettre mal à l'aise la personne. Donc le small talk permet un peu de déceler, ok, c'est quoi la vibe, l'énergie de la personne en face et comment moi, en fait, je vais doser un petit peu ma posture, adapter ma posture, en fait, à la personne en face, puisqu'effectivement, on a moins peur de ce qui nous ressemble. Si vous avez une personne qui est complètement excitée face à une personne introvertie, qui parle tout doucement, etc., bon, ça crée un décalage d'énergie qui peut faire en sorte de vous faire perdre des points, vous, en tant que personne qui veut vendre quelque chose. Parce que, faut pas oublier, le rendez-vous commercial, c'est quand même le préambule. Une personne se dit, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne-là ? D'accord ? Dès le départ, les personnes se disent, ils se font un avis, en tout cas, sur le commercial ou sur le fondateur. Donc voilà, donc pour moi, le small talk, faut pas négliger cet exercice-là. Il faut pas se faire des nœuds au cerveau. Il y a pas mal de choses là. Vous voyez, en fait, là, ça commence. Voilà, vous êtes basé où ? Ok, je suis basé là, etc. Et puis, à partir du lieu, on arrive à du coup détendre l'atmosphère, à parler de choses, à faire une petite blague par-ci par-là. Ça peut être parler de la météo avec des fortes chaleurs. Bon, voilà, quand on pose la question généralement, comment vous allez ? Ah, chaudement. Ah bah oui, ok, bah voilà, on parle des chaleurs. Et puis en fait, ça permet de parler d'autres choses et de dérider un petit peu. Voilà, donc soyez plutôt sincère dans votre approche aussi également. N'essayez pas d'en faire des tonnes, mais ne zappez pas ce moment-là qui est pour moi important et qui permet en fait de rendre l'exercice moins stressant pour l'un et pour l'autre. Most not play well, not I guess the most. You could be in like a more rural area of America, but we're on the opposite. Like we're closer to than we are. I'm glad you were there. And this is amazing as well. Are you? Do you travel all over the place, or are you based? No, I'm busy Nice. currently. Yeah. Yeah. So I guess I think was it who referred me, Mario or Roger? It must have been. Yeah, I'm in. Regardez bien ce moment-là parce que c'est important. Là, vous voyez, du coup, mon client essaye de dire ok, bon, on commence à parler de choses sérieuses. Ok, pourquoi on est là ? Pourquoi on se rencontre ? Ah, du coup, j'ai été recommandé par, vous connaissez cette personne-là qui m'a recommandé, etc. Donc voilà, regardez bien. In a like a product-led leaders Slack group with a bunch of other PLG companies. Voilà, il explique comment il connaît cette personne. And yes, so it was. Yes, and I asked just for some help. We're like, just for some context, I lead up our like growth marketing function here at, and we're a Series B company. Voilà, la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette partie-là et vous donner l'attention, c'est que là, vous voyez, en fait, là, le prospect, il est parti. Il est parti là dans l'explication de son contexte, de sa situation, etc. Et ça va durer longtemps. Alors pourquoi c'est un problème ? Vous allez me dire, c'est un rendez-vous de découverte. Du coup, la personne parle de lui. Du coup, ça me permet de découvrir, en fait, c'est quoi ses enjeux. Oui, mais attention. Là, en fait, mon client, il a perdu le lead. Il a perdu le lead. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous avez quelqu'un qui part en monologue et qui parle de son contexte, vous êtes obligé d'être en mode genre, ok, là, en fait, il me donne plein d'informations. Il faut que je sois en mode pick and choose. Autre chose, souvent, quand on a une personne qui parle beaucoup, on a le sentiment d'en savoir pas mal. Mais sauf qu'en fait, on n'a pas les informations qui sont nécessaires pour faire la proposition, ou en tout cas, pour pouvoir faire avancer son deal. Et donc, c'est un danger. Donc là, en fait, une des erreurs qui a été faite dans Sentez-vous, donc au départ, ça commence bien avec une connexion naturelle, etc., très bien, c'est là le manque du cadrage du rendez-vous. On cadre un rendez-vous. Comment on cadre un rendez-vous ? Là, en fait, normalement, il doit reprendre la main. Il laisse un peu trop, là, du coup, son prospect parler, donc ok, je fais le small talk, etc. Bon, allez, bim, je reprends la main. Bon, il me semble que vous avez telle personne qui m'a recommandé pour parler d'Outbound. Voilà, moi, à quoi j'ai pensé pour ce rendez-vous. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence par vous pour que vous puissiez me parler des enjeux. J'ai quelques questions à vous poser déjà dès le départ. Et ensuite, je vous présenterai un peu ma méthode, mon approche, comment je fonctionne. Est-ce que ça vous va comme programme ? Bim, on valide avec son interlocuteur. Ouais, pourquoi pas, oui, ça va, très bien, ok, nan. Et là, ensuite, on démarre avec une question qu'on a choisie. J'insiste bien sur on a choisi. Peu importe, une question qui est importante et surtout qui permet en fait de pouvoir se dire, ok, là, je vais orienter la discussion là où je veux et pas là où le prospect veut.
Parce que ce qui est important pour le prospect, je ne dis pas que ce n'est pas important pour vous, tout ce qui concerne le prospect est important pour vous, mais peut-être que les informations sur lesquelles il va mettre l'emphase, c'est peut-être pas les informations qui sont importantes pour vous pour l'aiguiller, ou en tout cas pour lui montrer en quoi votre approche est la bonne. Donc, bon, ça dépend du contexte. Moi, par exemple, en ce moment, j'accompagne une boîte qui fait de l'IA prédictive, et donc une des premières questions que je vais poser, tout simplement parce que je peux être avec différents interlocuteurs très différents d'un rendez-vous à un autre. Donc je peux être avec des directeurs d'opération, je peux être avec des directeurs commerciaux, je peux être avec des directeurs généraux, etc. Ce qui va être important pour moi, parce que quand on est à ces niveaux de direction, c'est de comprendre le périmètre de mission de la personne en face de moi. Un directeur commercial d'une boîte, c'est pas le même il n'a pas les mêmes missions, les mêmes enjeux, les mêmes objectifs d'un directeur commercial de notre boîte. Et encore, ça dépend aussi également des jobs en fonction des industries. Et donc, du coup, pour moi, c'est important cette information-là, de savoir c'est quoi le périmètre de mission, sur quoi il agit par rapport à ce que je vends. Là, en fait, mon client, il aurait pu poser une question, typiquement, moi, là, dans son cadre-là, j'aurais posé, par exemple, une question assez simple, c'est qu'est-ce qu'il attend, en fait, de cet échange ? Ok, bon. Il attend quoi, en fait ? Il attend une solution maintenant, etc. Autre chose, pourquoi c'est important de ne pas perdre le lead, c'est que le fait de poser des questions dès le départ, typiquement, moi, j'aime bien en savoir le maximum au début de l'échange. J'aime pas perdre la main. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, typiquement, là, j'aurais posé la question de dire, OK, qu'est-ce que vous cherchez là actuellement qu'est-ce que vous attendez en fait de cet échange ? Est-ce que vous attendez quelque chose de précis que je vous apporte, etc. Ça me permet de savoir en fait c'est quoi ces attentes par rapport au rendez-vous. OK, est-ce qu'en ce moment vous rencontrez pas mal de personnes ? Ça me permet de savoir si la personne en face de moi, elle est en période de benchmark ou elle cherche une solution maintenant. C'est pas la même manière dont je vais gérer ce rendez-vous. Si c'est une personne qui fait un benchmark et qui va prendre son temps sur 6 mois d'analyser différentes solutions, que si c'est une personne qui cherche une solution maintenant pour un besoin maintenant. Voilà. Et ça, c'est des choses que, par exemple, vous pourrez savoir dès le départ, par exemple. Donc voilà. La première question, peu importe, ça dépend de votre industrie et ce qui est important pour vous, mais on ne laisse pas aller, on ne laisse pas son prospect faire son monologue directement. Autrement, vous êtes dans une situation où vous êtes comme ça en attendant que ça finisse. Et vous allez devoir rebondir, vous accrocher aux branches, peut-être parler d'une chose que lui, il a l'impression qu'il vous a déjà dit. Bref, c'est pas le format idéal. Donc là, il manque vraiment ce truc-là. J'aimerais m'arrêter aussi également là-dessus pour dire que généralement, je vois souvent en fait des personnes laisser leurs prospects aller en monologue comme ça. Alors parce qu'effectivement parfois on peut avoir un prospect en face qui a de la poigne, qui a de l'incendant, surtout quand on a des dirigeants, etc., et qui savent ce qu'ils veulent, qui disent non mais bon moi je sais ce que je vais, voilà, etc., etc. C'est important de reprendre la main, de montrer oui d'accord, je comprends effectivement que vous avez envie de me partager directement, mais moi en fait généralement, j'aime bien démarrer les rendez-vous avec une première question pour déjà cadrer, pour voir effectivement si on parle le même langage. Vous utilisez les phrases et les mots que vous souhaitez, mais de ramener en fait votre prospect en disant écoutez, vous inquiétez pas, moi je vais m'occuper de cet échange-là. J'ai l'habitude de parler avec des gens qui ont votre besoin et faites-moi confiance en fait quand la conversation commence de cette manière. Ça me permet en fait que ce soit plus naturel et que ça vous permettra que même moi, de vous apporter les meilleurs éléments pour savoir à la fin si oui ou non c'est pertinent qu'on continue à échanger ou à avancer ensemble. Autre chose que je voulais dire justement, c'est que généralement, quand le prospect part en monologue, évidemment c'est parce qu'il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de contrôle, mais il y a 2 raisons à ça. C'est soit effectivement, comme je disais, le commercial ou la personne qui est en train de vendre quelque chose a peur de prendre le lead, et donc va se cacher derrière un petit peu la politesse et va laisser parler la personne. Donc ça, encore une fois, c'est pas la bonne chose. Ou soit, et c'est souvent le cas, c'est que la personne n'est pas au clair sur ce qu'elle veut savoir. On attend que le prospect déroule pour essayer justement de rebondir là-dessus. Et donc, et vous allez voir dans le rendez-vous, c'est un peu ça que j'ai soupçonné quand j'ai regardé le rendez-vous pour la première fois. Et c'est ça, un des problèmes, c'est effectivement qu'est-ce que je veux savoir ? Quelles sont les informations que je dois avoir de base dans n'importe quel rendez-vous commercial auprès de mon ICP, de mon client idéal, pour pouvoir savoir si mon prospect, je vais avancer vite, pas vite, de quoi il a besoin, etc. Comment je vais l'emmener
pour le convaincre d'avancer avec moi. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Donc là, le risque, alors là, c'est très bien parce que c'est quelqu'un qui est très structuré, qui connaît très bien ses problèmes, etc. Donc vous allez me dire, bon, bah, ça va. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'on part sur la chance que le prospect nous donne pile poil les infos qui nous sont utiles. Là, c'est le cas. À 85%, c'est le cas. Le prospect donne les infos qui sont utiles. Mais il y en a pas mal qui finissent le call avec en mode genre, il m'a dit plein de choses, mais là, je sais pas trop quoi le proposer et surtout comment avancer avec lui. Voilà. Et pourtant, vous avez eu ce sentiment-là qui vous a dit plein de choses. Donc, à chaque fois, posez l'objectif du call. Qu'attendez-vous cet échange? Clarifier donc le contexte de l'échange, essayer de savoir si c'est un benchmark, s'il cherche à comparer, s'il cherche une solution maintenant. Voilà. Donc, essayez d'expliciter et aussi de valider avec votre prospect quel est l'objectif de l'échange. C'est ça qui manque à cet endroit-là. Donc, voilà, on va regarder la suite. Je vais passer parfois un peu vite parce qu'effectivement, il parle beaucoup de ces enjeux. Privacy security space. We have at our core, we have a VPN product, like a modern mesh VPN, that's very popular with developers, but can do a little bit more than sort of your traditional VPN stuff. It really allows for a lot of connectivity between different sets of infrastructure devices. Alors, vous voyez, il va être comme ça dans l'attente à écouter pendant à peu près. There's enough inbound to support sort of like a core sales team. There's not enough to really support where the team would like to be. So they wanted to ramp up our outbound efforts and really attacking like a large ICP type of list that we've been working on building. Voilà. Infrastructure and ops around it, especially with email and the cold emails, and we just haven't really been able to make that work yet. And then also just around optimizing, Clay and enrichment services and figuring out who we reach out to and sort of getting that can potentially help us out. We've tried, we built a couple months ago, we built like sort of a core sender domain. Donc vous avez compris, il y a un gros monologue qui dure plus de 7 minutes et les premières questions en fait du coup de mon client arrivent à peu près à 7 minutes 20 et donc on va voir ça. Bon, là du coup, on a notre prospect qui explique en quoi ils ont eu une belle croissance, qui génèrent beaucoup de leads en inbound, qu'ils ont une bonne équipe qui est motivée, commerciale, etc. et qui cherchent en fait à continuer à croître et du coup à générer, pour alimenter les ambitions de croissance, ils veulent développer la outbound et attaquer surtout un client idéal, une liste de clients idéal beaucoup plus large. Et donc voilà. Donc eux, l'équipe, pour vous donner le contexte, pour vous puissiez comprendre la suite. Donc là, le prospect, en gros, ce qu'il dit, on a surtout fait de l'inbound et du PLG. Donc en fait, on avait des leads qui testaient gratuitement notre outil et ensuite transformaient et convertissaient en clients payants. Et donc voilà, ils n'ont jamais réussi vraiment à faire marcher le cold outreach, quoi, c'est-à-dire notamment la partie email ou même cold call. Donc là, ils cherchent de l'aide, à la fois sur toute la partie infrastructure, comment gérer notamment la partie email, cold email, enrichissement, scoring des listes, etc., etc., et la partie opérationnelle. Donc voilà. Donc là, pendant tout le temps, il explique que voilà, ils ont essayé d'embaucher un SDR, qu'ils ont testé différents scénarios, etc., etc., et qu'ils cherchent de l'aide. Et donc là, du coup, on va passer au moment où mon client va commencer à poser ses premières questions. Ok, du coup. Sounds pretty clear. What tools do you use or have you built so far? Alors, on va commencer sur cette partie-là, sur la partie questions. Alors là, en gros, vous allez me dire déjà, il a juste posé une question et tu as déjà quelque chose à dire. Alors en fait, vous allez voir, je vais montrer toutes les questions qu'il pose pendant son rendez-vous. Et en soi, vous allez voir que les questions qu'il pose, elles sont pertinentes, elles ne sont pas mauvaises. Il essaie de comprendre parce que là, effectivement, là, les besoins du prospect se situent aussi également sur un besoin opérationnel et d'infrastructure. Donc forcément, en fait, là, mon client, il cherche à savoir, OK, c'est quoi les outils que vous utilisez? C'est quoi votre stack technique? See, I've used KeyPlay and Crunchbase for a lot of our like ICP
and like initial like sort of like account scoring and targeting. Donc là, We use le prospect répond sur tous les tools qu'il utilise. Donc, il utilise Clay, il utilise pas mal d'outils. Can Donc, tu vois. go really fast. yeah, exactly. So we use that, and then the sales team uses outreach, and they Voilà. each have individual. Donc là, il explique en fait sa team ce qu'il utilise. Et là, du coup, on va avoir une autre Yeah, question. get it. Yeah. According to you, what is so if you look at all the parts that you just mentioned, you know, tools, tactics, operational stuff, what is according to you, like the number one reason why you're struggling to get results from outbound? I think we haven't been able to properly target the right people with the right message, which I guess is like the most basic thing you can say, but I feel like it's probably true. Je vais passer, je vais vous montrer une autre question aussi également qu'il pose, parce qu'après, je vais vous dire un peu quelle chose, voilà. Yeah, makes sense. And so you mentioned that so far you've grown like mostly from the PLG side, right? I'm wondering, like, do you today have like a system that is able to identify when, I don't know, like someone from a big company who just sign up so that you can route them to your sales team? Is that already in place? Yeah, that's already in place. We have some work to do. Bon, du coup, vous voyez, il pose première question plutôt sur la partie stack technique. Deuxième question, il pose la question, ok, bon bah voilà ce que vous utilisez comme outil, etc. Mais écoutez, selon vous, pourquoi en fait la outbound ne marche pas? Et troisième question là, en fait après il y en a plein d'autres. Hein, c'est ok, est-ce que vous arrivez à identifier notamment quand quand ils reçoivent des leads côté PLG et s'il y a des users qui vont sign up par exemple sur le site et que ce user vient d'un grand groupe, est-ce qu'ils arrivent à identifier que cette personne-là vient d'un grand groupe et de passer l'information à un sales? Bref, en tout cas, ce que je voulais montrer là, c'est que toutes les questions sont des questions hyper techniques. Très techniques. Ils rentrent direct dans le technique. Et c'est un des problèmes que je peux retrouver pas mal chez des consultants ou chez des agences. C'est de rentrer directement dans les outils, comment vous faites ça. Notamment, il m'est déjà arrivé d'accompagner pas mal de commerciaux, de boîtes SEO, de grosses boîtes par exemple. Et c'était vraiment leur travers directement. Ça parlait de mots-clés et directement. Et en fait, ça pose des questions que moi j'appelle très micro. Et il manque toute la partie macro. Quels sont les objectifs business de la boîte? C'est quoi le bilan de l'année? C'est quoi les enjeux de croissance? Toutes ces questions qui vont permettre en fait de pouvoir savoir quelles sont les priorités du client, quels sont l'impact qu'il cherche à avoir, et est-ce que vous serez capable en fait de répondre à l'impact qu'il recherche. Là en fait, c'est, j'ai envie de dire, trop bas niveau en fait. Ça ne veut pas dire que ces questions, il ne faut pas les poser pendant le rendez-vous. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut les poser. Mais là, elles arrivent trop tôt. Donc là, si je fais le résumé du rendez-vous, on a une partie small talk, un call au départ qui n'est pas forcément cadré, un prospect qui parle de son contexte, des problématiques qu'il a, des besoins qu'il a, etc. Mais pareil, d'un point de vue très macro, la chose qu'il va dire, en fait, c'est bah voilà, on voudrait, pour soutenir nos efforts de croissance, il nous faudrait aussi également être bon en outbound. OK, mais ça ne permet pas, en fait, cette information-là, juste de savoir, OK, mais c'est quoi vos enjeux de croissance? C'est quoi en termes de chiffres? Est-ce que vous en êtes loin aujourd'hui? C'est quoi l'objectif de l'année? Etc. D'avoir quelque chose beaucoup plus macro et pas directement je rentre dans le technique. Et voilà, donc ce que je disais justement, c'est que c'est généralement les gens qui sont très bons, ont une grosse expertise, ont tendance directement de rentrer directement sur le sujet de l'expertise au lieu de comprendre le contexte business global. Et pourquoi c'est un problème? Parce que parfois c'est le contexte business global qui va permettre de savoir comment avancer avec la personne en face. Est-ce que vous allez vraiment être une priorité? Ou est-ce que c'est un sujet en plus? Est-ce que si vous intervenez, vous allez vraiment avoir un impact sur leur enjeu, sur leur priorité? Est-ce qu'il est le seul à porter cette priorité ou est-ce qu'il y en a d'autres? Qui a décidé en fait des objectifs de croissance actuels? Bref, donc ça c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est d'essayer aussi également de poser des questions toujours aussi également bien macro, de se dire voilà,
par exemple, là, dans un call comme ça, j'aurais répondu en disant, OK, vos objectifs de croissance, j'ai compris que vous aviez un objectif assez important. Aujourd'hui, où vous en êtes? Et la outbound, la part, en fait, de la outbound et votre sales team, c'est quoi la part de ces objectifs dans cet objectif global, pour savoir si c'est une petite goutte d'eau ou si c'est quelque chose d'assez conséquent. Et donc, du coup, là, le rôle de mon client va être central moyen ou pas central du tout. Et donc, du coup, parfois, il ne faut pas s'étonner. Parfois, on a du mal à avancer sur un deal. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas prioritaire. Il y a plein d'autres priorités. Voilà. Et donc, ça, il s'agit de le savoir. Et pour le savoir, il faut aller au-delà de juste le problème que le prospect semble partager, qui est un problème de génération de leads. Et on parle directement d'outils et d'expertise qu'on peut avoir. En fait, là, en l'occurrence, une expertise RevOps. Donc voilà. Autre chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, quand on laisse un prospect dérouler un peu son pitch d'une certaine manière, de son contexte, etc., j'avais dit, c'est souvent parce que parfois, on ne sait pas vraiment quelles sont les informations qu'il nous faut, et donc on laisse parler l'autre en se disant, il va bien nous dire en fait ce dont il a besoin, et moi je vais pouvoir en fait du coup rebondir. Donc j'ai expliqué pourquoi ça pouvait être un danger, en tout cas sur un rendez-vous. Mais là, par exemple, en l'occurrence, on va dérouler un petit peu le rendez-vous, mais là, toutes les questions, ça amène des réponses qui permettent, encore une fois, d'avoir un peu plus d'informations sur le contexte et la situation du prospect, en l'occurrence la situation technique ou la situation de l'équipe sales, de l'équipe commerciale, mais pas du tout de l'impact que recherche en fait le prospect. Et donc, ça va être un peu la teneur de tout le rendez-vous. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'informations sur la situation. Donc, si on prend, j'en ai déjà parlé en fait dans mes différents contenus, un framework qui est Spiced, qui est un framework de vente qui permet de qualifier. Donc, vous avez Medic, vous avez Bant, vous avez Spin, vous en avez plein. Vous choisissez celui que vous voulez. Mais si vous en choisissez un, il faut que vous sachiez pourquoi et pourquoi il est pertinent, et surtout l'adapter à votre industrie. Mais bon, prenons Spiced. Spiced, pour rappel, S, c'est la situation, P, c'est le pain, pour le problème, I, c'est l'impact, CE, c'est critical event, donc voilà, et D, c'est la décision. OK ? Donc là, en fait, en l'occurrence, toutes les questions qu'il pose, et on va pouvoir les dérouler jusqu'au pitch, c'est que des questions où on va avoir des informations sur la situation et un petit peu le pain. Quand il pose la question, notamment, à votre avis, pourquoi vous avez un problème avec la outbound ? Voilà. Mais à aucun moment, il y a la partie décision. Et comme effectivement, il n'a pas posé de questions assez macro, c'est compliqué de rebondir sur le fait de savoir est-ce qu'il y a un événement critique qu'il y a maintenant ou plus tard qui fait qu'il faut s'agiter réellement sur le fait de générer plus de leads et que l'équipe commerciale génère plus de leads de manière, avec l'outbound et qu'il y ait une stratégie de cold email qui soit mise en place rapidement. Like ideally, I'd like a Clay workflow that sort of like dropped that person in and like did all of the enrichment and then plopped like a page over to the sales team. But right now we have like a very basic system that sort of uses Clearbit automatically to identify that lead as like, where are they in terms of like revenue and employee range? And if they're at a certain stage, and they're in our ICP, we can send those over. Là, il parle du problème qu'il a. Donc, effectivement, la question, il parle du problème qu'il peut avoir du pain. So on the inbound side, it's not as big of an issue. One thing we struggle with is in that particular motion is we get a lot of, again, we have a freemium product. Mm-hmm. So a big motion for us is like you start using the tool in your home lab and then you like it or you're like a big fan. And when you're given the opportunity, you bring it to work. But our ability to like find those Gmails and connect them to where they work at the company and make that like sort of a little bit more concentrated, we haven't really been able to crack that nut on doing that in a scalable way. So we're good. When you sign up with your org account, we're kind of in a good spot there, although we need to optimize that flow more. And we haven't yet. If you sign up with your personal credentials, we haven't quite figured that one out yet. Right.
And what information do you actually collect upfront for the freemium product? If do you actually capture, I don't know, LinkedIn profile or not at all? Just Vous voyez, email. c'est très, Yeah, très, très just technique, email. etc. Donc là, je vous passe cette partie-là. Donc, du coup, très important à avoir en tête, essayez d'avoir des questions qui sont plus macro. C'est quoi les objectifs des 3 prochains mois? Comment s'est passée l'année? Est-ce que vous êtes en avance, en retard? C'est quoi les enjeux de croissance? Puis ensuite, rentrer dans la technique. Donc, commencez toujours macro, objectif, croissance, deadline, ce qui vous permet de savoir un petit peu comment vous allez pouvoir citer, et ensuite descendre sur du micro, là, en l'occurrence, par rapport à mon client, sur la partie stack, outils ICP. Bon, ensuite, il continue cette conversation sur très technique. Je vais vous épargner ça et on va aller directement sur le pitch. Ok, bon, du coup, le pitch. Yeah, no, fair enough. So, well, the way that I usually approach when I work with, company like yours is that I try to first like map the total addressable market. Say that you target companies between X and Y people in that industry. So let's say that you have, I don't know, 100,000 accounts. Then what I want to know is like based on what you just explained about your ICP on the sales side mostly, say that you need to have at least, I don't know, 20 engineer. Then I need to know like how many companies are actually fitting those criteria, right? Right. Once I have that, I want to know like how many are already in this year, how many are customers, prospects, and so on, so that I know exactly how many accounts I need to work on, so that I can help the sales team to prioritize their efforts and also influence those accounts to go to the next stage. Gotcha. And for that, like I use tools like Play, KeyPlay, something that would make sense for your company's context. So I'm not trying to push any tool. And so that I can enrich at the account level all the most relevant signals. So that would be the tools that they're using, have the engineer for headcounts, anything that is relevant for you, so that you can reach with the right message at the right time, right? Gotcha. And then on the operational side, that like how can we build a system that is basically focused on driving pipeline and revenue rather than just activities, right? And so that's the reason why I was asking, hey, how does the inbound workflow work? Because those are like small things, but that can add up a lot of, impact on the pipeline. Ok, on va s'arrêter là. Donc, il y a une autre partie, notamment du pitch, où justement on va parler, où il a partagé un use case. Bon, du coup, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ce pitch? Alors, du coup, il partage sa méthode, et sa méthode, elle est excellente. Ok, il fait un mapping du TAM, il priorise, il va chercher les bons signaux. Bref, c'est du bon conseil. Il montre son expertise, il montre sa logique, il montre son process. Ça, c'est bien. Mais, forcément, il y a toujours un mais. Comment ce pitch aurait pu être beaucoup mieux? Je vais vous donner déjà 3 éléments. Le premier, c'est que ce que je peux reprocher au pitch actuel, même si après il y aura un peu du scale, etc., c'est que c'est un pitch qui reste très générique. En fait, il aurait pu dire la même chose à n'importe qui. Et du coup, moi, c'est quelque chose sur lequel j'alerte. C'est dire si vous pouvez faire le pitch que vous êtes en train de faire à une autre boîte, et ben, du coup, ça veut dire que c'est un pitch qui n'est pas empreint des problématiques en fait de votre prospect. Bon, par exemple, le prospect a parlé, quand il a présenté ses problèmes, de son problème de spam. Bon, typiquement, il peut reprendre des éléments. Vous avez un problème de spam, voilà pourquoi, voici comment je résous ma méthode, enfin, voici comment ma méthode résout ça spécifiquement, etc. Essayez de toujours rattacher sa méthode aux enjeux du client pour qu'en fait, il puisse se projeter et se dire, OK, il a compris c'est quoi mes enjeux, avec quelles ressources, et il me propose une solution et j'arrive bien à visualiser, maintenant j'ai ce problème, demain avec lui, je l'aurai plus. C'est la première chose. Maintenant, on va monter un peu plus d'un cran. Deuxième chose, c'est quelque chose, si vous suivez pas mal mon contenu, vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois. Pour moi, le pitch, on a trop longtemps pensé que c'est une présentation de voilà ce que je fais, voilà mes bénéfices, etc. C'est pas tout à fait ce qu'il fait. Là, il présente sa méthode, son approche, comment il aide les clients, et c'est très bien. Ce qui manque pour, on va dire,
agrémenter tout ça, le petit ingrédient, ça va être son point de vue. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi son approche est celle-ci? C'est ça qui manque. Et ça, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, on est dans un contexte où des solutions pour résoudre le même problème, il en existe des tonnes. Là, lui, par exemple, pour le problème de notre prospect, il a une stratégie qu'il peut mettre en place, mais il en existe d'autres. D'autres personnes fonctionnent différemment et pourraient répondre aux problèmes du prospect. Ce qui va compter et ce qui va lui donner envie d'y aller, c'est en fait cette conviction de se dire, OK, la personne que j'ai en face, elle sait ce qu'elle fait. Elle a une bonne connaissance de ce qui se fait sur le marché. Quels sont mes enjeux? Quelles sont les conséquences du fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est? Quelles sont les solutions que j'ai mises en place et pourquoi c'est des mauvaises solutions? Et ensuite, quelles sont les solutions qu'elle me propose et pourquoi elle me propose de faire de cette manière-là? C'est aussi un moment, le pitch, où on va pouvoir challenger son prospect en disant, voilà, vous utilisez tel ou tel outil, vous faites tel, ça. Voilà, le problème, c'est pas les outils. Les problèmes, c'est ce point-là que vous n'avez pas traité. Et voilà pourquoi, moi, en fait, quand j'accompagne mes prospects, je les accompagne de cette manière-là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. En gros, dans le pitch, il doit avoir un vrai parti pris. Quelque chose que vous devez incarner. Et pas juste une présentation de voilà comment je fais, voilà comment je peux vous aider, etc. Parce que, en fait, des pitchs comme ça, il peut y en avoir plein qui le font. Alors que, je vous l'ai dit au départ, cette personne-là, mon client, c'est un des meilleurs experts go-to-market que je connais, qui a des résultats assez incroyables. Mais du coup, ils sont incroyables ces résultats parce qu'il a des vrais partis pris. Je le sais parce que je discute pas mal avec lui. Il a une vraie idée de comment aider les clients et comment les clients aujourd'hui peuvent réussir leur stratégie outbound dans un monde où tout le monde va vous dire non mais les emails ça marche pas, le cold call ça marche un peu plus mais voilà aujourd'hui c'est fini, faut faire du contenu, faut faire de la publicité, faut faire du SEO IA mais oubliez la partie outbound. Voilà. Bon, lui, il réussit très bien et avoir des résultats excellents avec des boîtes françaises, américaines, partout dans le monde sur de la outbound. Pourquoi? Parce qu'il a une stratégie et il a surtout, il a un vrai parti pris de comment s'y prendre avec les commerciaux, comment traiter le TAM, c'est le Total Addressable Market, comment bien affiner les clients idéaux, comment les scorer, comment aller chercher les bons signaux. Tout ça, il l'a. Par contre, ce n'est pas retranscrit dans son pitch. D'accord? Là, du coup, on a une personne en face qui dit OK, d'accord, bon, d'accord, c'est cool. C'est pas faux ce qu'il nous dit, mais ça manque de quelque chose. Et je vous ai dit troisième chose, alors là, du coup, je vais vous donner un parti pris fort. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais pour moi, pendant trop longtemps, on a dit aux gens, ça sert à rien d'avoir des slides, ça endort les gens d'avoir des slides, n'ayez pas de présentation, incarner, discuter, parler comme ça, n'ayez pas de support. C'est le pire conseil qu'on a donné aux gens. Oui, je le redis, c'est le pire conseil. Oui, je sais qu'il y a des solutions comme Gong ou autres qui ont sorti des statistiques qui disent que quand vous utilisez une présentation et des slides, ça réduit de tant de % votre taux de closing. Bon, excusez-moi, moi, ce que je trouve, c'est que je vois beaucoup de commerciaux, beaucoup de fondateurs qui, justement, n'arrivent pas forcément à avoir le bon storytelling, la bonne incarnation, la bonne posture qui rendrait en fait ce moment pitch hyper vivant, impactant et surtout engageant pour le prospect. Et donc du coup, moi ce que je dis, c'est que généralement les slides, ça permet justement de structurer ça, de raconter une histoire. Alors évidemment, c'est pas des slides pour des slides, c'est pas des slides qui sont bourrés de texte, c'est des slides qui sont bien construits avec une belle histoire, mais qui permet en fait à son interlocuteur de comprendre c'est quoi ma méthode et pourquoi j'ai cette méthode, pourquoi vous devez avancer avec nous, et même on va le voir plus loin, c'est quoi le plan de succès. Donc là, typiquement, ça manque d'avoir un support clair qui va aider à structurer, à projeter son client. Déjà, aussi également, je trouve que sur le regard, le prospect pose son regard quelque part. Si on arrive à avoir un bon copywriting et un bon design, le design, ça sert à ça. Ça sert grâce au design, on va pouvoir mettre en avant des éléments d'une présentation, du texte, etc., qui permettent de marquer l'esprit de son interlocuteur. Donc, en fait, c'est clairement utile. Et dans ce cadre-là, je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort, qui montre, en fait, typiquement avec des schémas, sa méthode. C'est quelque chose qui fait beaucoup dans son contenu LinkedIn et il pourrait le faire facilement en fait dans sa présentation commerciale. Donc, bon, ok, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on met dans les slides? Bon,
Moi, généralement, il y a plusieurs manières de faire. Moi, généralement, j'aime bien cette ordre-là. D'abord, je parle des enjeux. Je remets dans le contexte les enjeux de mon prospect. Normalement, si j'ai bien ciblé les prospects dont je vais parler, ils sont pas complètement, les enjeux dont je veux parler ne vont pas être complètement décorrélés de ce qu'ils me racontent. Donc, les enjeux, quelles sont les conséquences? Quelles sont les fausses solutions que mon prospect ou que mes prospects ont l'habitude de mettre en place? Pourquoi ça marche pas? Quelle est la bonne solution? Pourquoi il n'y arrive pas? Pourquoi c'est compliqué à mettre en place, à implémenter? Et ensuite, pourquoi? C'est la raison pour laquelle je suis là et voilà pourquoi je rends cette chose-là facile. Et là, je présente ma méthode. Ensuite, après ma méthode, je présente évidemment, et là, on va le voir, il le fait, hein, mais on va présenter un use case et des use cases ou un use case. Alors, je vais en parler, de quel type de use case vous pouvez utiliser. Et puis aussi également, on va en parler aussi au moment des next steps, la partie plan de succès. Voilà. C'est assez clair. Essayez d'avoir un support clair. Par contre, si vous êtes un super orateur, que vous savez rendre un échange hyper vivant, vous êtes bon en storytelling, etc., vous pouvez ne pas avoir de slide. Mais généralement, je trouve que dans 90% des cas, les rendez-vous seraient meilleurs, mieux incarnés. Les idées en fait que la personne voudrait passer passeraient beaucoup plus facilement avec un support slide. Alors, il ne s'agit pas de lire les slides, mais il s'agit d'avoir un support pour que la personne puisse comprendre, projeter, dire « Ah, ok, c'est hyper structuré ». I feel like your business is a bit similar to another company that I know, which is, do you know? Yeah, I think like not only are they probably similar, like we have like done things with them before. Right. So probably a pretty similar ICP Mhm. persona. I would guess it's very, very close in the same sort of category. Yeah. Indeed, and so I would say the GTM play are quite similar, but the challenge here is how do you combine both the PLG and the sales led at the same time, right? And so that's for let's say the high level strategy, and on your personal side, for sure, like you need to have like different domain names, different Yep. multiple inboxes. But again, I think um, I've talked to so many companies that try to scale their outbound without having something working already, you know? And so the goal here is not to build a crazy machine. No, the goal is just to understand, okay, so how can I help you to actually get the next few deals together? So it's like me, I'm a marketer by heart, but because I work with so many sales team, I have the ability to think like a salesperson. So it would be more like, joining your team, let's say as a salesperson, how I would myself prioritize the effort so I can source my own deals, right? Du coup, là, il continue le pitch. Il a commencé en fait par un use case. Alors, c'est très bien, notamment, du coup, le prospect a réagi, donc c'était le bon use case. Donc là, vraiment, bravo, très bonne idée d'utiliser une référence qui est pertinente. On est sur là, le prospect dit oui, effectivement, on a un ICP similaire. Sauf qu'en fait, il aurait pu, notamment avec des slides, je vais pas lâcher là-dessus, mais il aurait pu aller beaucoup plus loin, notamment sur comment présenter ce use case en mode, justement, avec ces boîtes, on avait ce problème-là, de décrire le problème de la boîte, de comment, pourquoi ils l'ont choisi, qu'est-ce qu'il a mis en place, quels ont été les ajustements pour que ça marche, quel a été, par exemple, parce que là, lui, dans son job, le rapport avec les équipes sales commerciales sont très importants. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Pourquoi c'est assez spécial, en fait, ce qu'il met en place avec les équipes commerciales? Pourquoi ça match? Et quels ont été les résultats? Aller beaucoup plus loin, en fait, que juste de dire, voilà, je pense que vous avez quelque chose de très proche, voilà ce qu'ils ont fait, voilà, ok. Essayez, quand vous présentez des use cases, de rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que le use case, pour moi, c'est le meilleur moyen pour un prospect de se projeter. D'arriver, il voit quelqu'un qui lui ressemble, qui avait le même problème que lui, qui vous a rencontré. Voilà ce que vous avez mis en place, ce que vous avez d'abord compris du problème, ce que vous avez mis en place et les résultats que vous avez eus. Il n'y a pas plus concret, au-delà de la preuve sociale, de dire voilà, j'ai bossé avec des super boîtes, c'est vraiment à l'intérieur décortiquer voilà comment on a bossé. Et c'est aussi là qu'on instaure la confiance. Et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Parce que souvent on dit oui, la preuve sociale, ça permet de dire ah, il a bossé avec tel, donc ça veut dire qu'il a de l'expérience. Oui, ok, d'accord. Mais
pour moi, le fait de dérouler, surtout quand on fait du service, de dérouler un peu le process, ce qu'on a mis en place, comment on a compris le problème, quels sont les obstacles qu'on a eus, mais voilà comment on l'a résolu, etc. Ça permet en fait à la personne de se dire ah ouais, ok. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Souvent, bon, il peut y avoir une méfiance envers les consultants ou envers des agences parce que moi je connais aucune boîte qui n'a pas été arnaquée par une agence, ou en tout cas qui n'a pas eu le sentiment de s'être fait arnaquer par une agence ou un consultant à un moment donné. Donc, du coup, c'est important cette réassurance, encore plus que quand on vend un SaaS, de se dire, en fait, la personne en face de moi, c'est pas un rigolo, quoi. C'est quelqu'un, en fait, qui comprend mes problèmes, qui comprend les problèmes du marché, qui réussit même quand il y a de la résistance, parce que, en fait, quand on fait du service, on est face, pas juste, on n'est pas, c'est pas un SaaS. On n'implémente pas un outil et puis bam, on l'utilise. Il y a des gens, il y a des équipes, il y a des gens avec qui on doit implémenter les choses. Là, en l'occurrence, quand on travaille avec une équipe commerciale, il faut mettre en place de nouvelles méthodes de travail, etc. Donc, c'est important que le prospect puisse se dire, en fait, avoir un miroir, de se dire, en fait, comment vous procédez et pas juste sur votre méthode. Donc, la méthode, c'est cool. Votre parti pris, c'est cool. La manière dont vous challengez vos prospects, c'est cool. Mais je dirais l'ingrédient qui va donner corps un peu à tout ça, c'est les différents use cases. Et du coup, je vais profiter aussi également pour dire, dans les use cases, vous avez différentes manières d'utiliser les use cases. Vous avez la team, moi je vais prendre un use case d'une boîte qui est le concurrent de la boîte. Moi je suis pas trop fan de ça dans la mesure où parfois il y a des boîtes à qui ça plaît pas. Il y a des personnes qui ça plaît pas moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des boîtes, c'était pas un avantage de travailler avec leurs concurrents, justement, ils avaient envie de faire quelque chose de différent de leurs concurrents. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose parfois vous pouvez le sentir aussi. Voilà. Et vous avez aussi également, moi je suis plutôt fan d'essayer d'utiliser une boîte qui a plus ou moins la même taille, plus ou moins les mêmes enjeux. On parle souvent du jobs to be done, hein, donc voilà, de ce qu'une personne doit faire comme job. Et ben du coup de trouver en fait une boîte qui est pas forcément dans la même industrie, mais qui a la même mission, les mêmes objectifs pour que la personne se projette. Voilà. Et puis ça permet en fait aussi également de montrer en fait j'ai beaucoup d'expérience et je peux gérer à la fois des boîtes qui sont dans votre industrie, mais j'ai énormément d'expérience et je peux aussi également, et ça peut être intéressant pour certaines boîtes dans certains contextes, encore une fois, hein, mais de se dire, en fait, c'est une personne aussi également qui a vu tellement de choses, tellement de configurations, qui va pouvoir aussi également être assez innovante dans ses approches et peut-être nous importer des choses de d'autres industries qu'elles font mieux, etc. Ça peut être forcément un atout. Donc, négligez pas les use cases. Je vois trop de boîtes sur lesquelles, en fait, quand je leur pose la question, est-ce que vous avez des use cases? Oui. Et puis, je vois un Google Doc avec 5 lignes. Non, c'est pas sérieux. Je dis pas qu'il faut qu'il soit marketé, etc. Peu importe, ça peut être très bien dans un Google Doc, dans un Notion, etc. Mais il faut que ce soit quelque chose de travaillé. Que ce soit quelque chose que vous ayez une équipe commerciale. Si vous êtes fondateur et vous avez un commercial, qu'un commercial peut s'en servir pour raconter une histoire derrière. Ça veut dire que si c'est 5 lignes, il va raconter quoi? Ouais, voilà, c'était une boîte qui était dans cette industrie, voilà ce qu'on a fait, voilà quel résultat. Non, donnez un peu plus de corps, donnez de la matière. Ce qui peut être pas mal pour travailler le use case, notamment pour les plus grosses équipes. Servez-vous des personnes qui travaillent sur la partie support ou la partie relation client, les Customer Success Managers. C'est ceux qui peuvent vous raconter les meilleures histoires de réussite de vos clients. Et donc, ils vont vous donner un peu, eux, ils ont vraiment tout le process, donc ils vont vous donner de la matière et vous allez pouvoir construire là-dessus. Et quand vous êtes seul, consultant ou autre, etc., prenez du temps là-dessus pour alimenter. C'est pas juste pour votre site et avoir un bon témoignage, c'est aussi également pour alimenter vos pitchs. The first effort comes to how do we actually map the accounts, enrich them, and what play could we actually use and prioritize? You talk about job changes. There's also, people or accounts that visit your website, right? So there's so many things that you can do, but you need to prioritize them. And so my goal is to help you to get that clarity and to build a system together. Gotcha. So voilà. Donc là, on est sur la fin du pitch. Donc il y a des choses très positives, hein, évidemment. Bon, là, moi, je suis là pour effectivement pointer les choses qui peuvent être améliorées. Mais du coup, effectivement, il y a l'approche est bonne. Il sait de quoi il parle, il est expert, on voit que ça fait résonance avec le prospect, etc. Mais du coup, voilà, il y a des choses à ajouter qui rendraient en fait le pitch bien meilleur et surtout qui ferait mouche auprès du prospect et qui ferait surtout en fait la différence avec peut-être d'autres acteurs qui seraient amenés à rencontrer.
Donc maintenant, on va passer sur une partie que je trouve qui manque dans ce rendez-vous et on va en parler. C'est la question de l'impact. Donc là, on va parler d'impact. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées par mon client, mais pas mal de questions qui ont permis d'avoir des éléments sur la situation / les problèmes que pouvait rencontrer le prospect. Mais très peu sur l'impact recherché. Quel impact permettrait au prospect de dire oui tout de suite et quel impact il recherche. Et donc, vous allez voir en fait que mon client essaie de poser une question pour avoir cette information, mais la question est posée de telle manière que vous allez voir qu'à la fin, on n'a pas une réponse très claire. Imagine that if we start together tomorrow, right, on that project, how would you be, how would you feel after, I don't know, let's say, first milestone, say after 2 or 3 months, whatever time frame we decide, like what would you make yourself saying, hey, actually that was the right decision that we made choosing, for instance, like what is the outcome that you'll be looking at, or the output that you'll be looking at to measure the success? Yeah, I mean, for the point of reaching out to folks and starting to talk to, different experts like yourself at this is so that we have at the end of an engagement, for however long that is, 1 month, 2 months, 3 months, is we have like a repeatable process that we feel good about in terms of like maintaining an ICP list, adding to it, sort of that whole flow of like removing, adding, and then having it speak to all of our systems and be this self-sustaining thing and model that we feel pretty good with, and we feel comfortable with the inputs and outputs for it. And then having some sort of repeatable cold outbound strategy that supports the net new team. And during at some point of these 3 months, having like some sort of signal, doesn't have to be right away, but at the end of 3 months, like we are able to generate actual MQLs from this process. Mm-hmm. So that's kind of what I'm looking for, is like feeling good about when the engagement ends, that we have this process in place that we feel confident in. We might even have some staffing updates at that point where someone could own that moving forward, but we don't have that right now. And then again, sort of having that tangible aspect of like, there are leads coming in for that team where they feel like, okay, marketing is actually contributing to this particular motion. Vous allez me dire, écoutez, il fait une longue réponse, il donne quand même pas mal d'informations, etc. Sauf que la question est bonne, sauf que c'est pas une question qui permette de pouvoir identifier l'impact business. C'est trop insuffisant. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, la question est mal formulée. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que une question mal formulée apporte forcément des réponses qui sont floues. Et c'est un peu le cas ici. Et c'est ce que je disais au départ. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas conscient de ce que vous voulez aller chercher dans un rendez-vous, quelles sont les informations précises que vous voulez aller chercher dans un rendez-vous, vous allez poser des questions, vous êtes en mode dans la conversation, etc., mais de manière pas suffisamment construite pour pouvoir avoir une question suffisamment précise pour avoir une réponse précise. Donc, la réponse, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, mais en fait, là, il ne donne pas un impact. Il parle d'un moyen. Voilà, il cherche, là, il ne parle pas d'un résultat business qu'il aimerait avoir, il parle d'un process. Voilà, je serais content si j'ai d'ici 1 mois, 2 mois... un process prédictible auquel les équipes de sales ont confiance, etc. Voilà. Il manque, et ça c'est parce que aussi également, et tout en fait est lié dans un rendez-vous, c'est-à-dire que là on est à la fin, pratiquement à la fin du rendez-vous, mais forcément avant, il manque cette dimension en fait chiffre d'affaires, volume, gain de temps. Alors attention, ça peut être aussi également la dimension humaine, c'est pas forcément que du chiffre. Parce que là, par exemple, il a parlé de la confiance des sales team. Ça peut être, réduire la frustration de ses équipes. Mais sur la frustration de ses équipes, comment elle se matérialise? Comment on peut voir, en fait, qu'une équipe sales n'est plus frustrée? Parce que bon, on a tous été sales dans des boîtes. Hein. On nous a tous dit, on va vous mettre ça en place, vous allez voir, ça va être génial. Alors nous, on dit, ouais, ça marche, ouais, ça marche, ouais. Mais en fait, en pause, on est tous en train de critiquer en disant, oh là là, connaissent absolument pas notre métier. Ils savent toujours pas qu'en faisant ça, en mettant ce process-là, c'était vraiment lourd et difficile à mettre en place. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui est mesurable? Et donc voilà. Donc là, en fait, cette question était assez longue et
assez peu précises pour pouvoir avoir des informations. Et à la limite, c'est pas grave, il a donné son process. Mais là, du coup, le problème, c'est que là, il faudrait que mon client creuse ensuite. Et du coup, OK. Et si ça change pas, qu'est-ce que ça va coûter à votre entreprise, par exemple? Voilà, pour savoir, en fait, si on n'avance pas, s'il n'y a pas de process qui sont mis en place, si l'équipe sales n'est pas confiance, qu'est-ce que ça génère? Voilà. Et l'autre chose, bah, là, du coup, on le voit, c'est qu'il n'y a pas de critical event, d'événement suffisamment critique. C'est quelque chose, en fait, qu'il a envie de mettre en place. Et donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est que c'est un truc cool à mettre en place, mais c'est pas tout à fait urgent. Et en fait, on n'en sait rien, en fait, parce que, évidemment, la question n'a pas été posée. Peut-être que, en fait, si, c'est hyper central, etc. Mais en tout cas, quand on écoute le rendez-vous, on peut se dire, bah ouais, je cherche à mettre en place une solution. Mais des boîtes qui cherchent à mettre en place des solutions, il y en a tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elles vont avancer. Elles vont peut-être essayer de déclencher plein de rendez-vous, essayer d'analyser les solutions. Je crois en plus aujourd'hui, on est à un moment où les boîtes passent 2 tiers de leur temps à essayer d'identifier des solutions qui vont résoudre leurs problèmes tout seuls, donc sans sales. Et donc généralement, quand elles contactent une boîte, c'est qu'elles ont déjà plus ou moins fait un filtre et pris une décision. D'accord ? Donc voilà. Donc l'idée, enfin, pris une décision sur les solutions qui pourraient être pertinentes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont avancer. Donc ça, c'est important. Donc là, typiquement, dans ce rendez-vous-là, une des erreurs, c'est qu'il lui manque l'impact. Et cet impact-là va lui manquer pour pouvoir, notamment à la fin, essayer de faire en sorte d'avoir un retour ou tout simplement une idée à la fin d'un rendez-vous. C'est quoi le potentiel de closing de ce deal ? Est-ce qu'il est très haut ou est-ce qu'il est bas ? Et donc le problème quand on a ça, c'est qu'on a plein de deals dans son pipeline qui sont un peu ventre mou, quoi. On ne sait pas vraiment, on n'a pas envie de les liquider parce qu'on se dit, bah, quand même, il y avait un besoin. Et en même temps, on ne peut pas vraiment compter dessus sur son quarter parce qu'en même temps, bah, on ne sait pas vraiment si quel est l'impact en fait de notre solution sur leurs objectifs, tout simplement, quoi. Bon, du coup, maintenant, on va parler de la suite et d'un truc très intéressant qu'il fait et que je pense qui apporte vraiment quelque chose au rendez-vous. Et il aurait pu aller beaucoup plus loin pour justement pallier à ce manquement, notamment du fait de ne pas avoir d'impact business et tenir en fait la relation avec le prospect. Je vous laisse voir. Does that make sense? It does, it does. There's something I can share with you if you want because you're using Clay. I have built a template that allows you to track and identify past customer who changed job. Oh, okay. If that's something you want, I can share it with you afterwards. Yeah. Quite useful. Yeah, I can't remember the name of that. It'll come to me. It's Is it? no, it's something else. Oh, Bon, voilà. Du coup, vous savez, là, c'est vraiment intéressant. C'est que là, en fait, il propose du coup un template clé, comme le prospect utilise clé, qui va lui permettre en fait de pouvoir identifier un signal qui peut être pertinent pour lui, notamment pour identifier et scorer bien ses prospects. Ça, c'est hyper smart. Il propose de la valeur avec son template. C'est un conseil gratuit. C'est quelque chose qu'il a utilisé lui-même et qu'il utilise à la fois pour ses clients, etc. C'est quelque chose qui serait super long pour eux. J'en sais rien vraiment, hein, je suis pas spécialiste là-dessus, mais en tout cas, qui prendrait du temps à mettre en place pour eux. Donc voilà, donc c'est plutôt malin en fait de partager du coup un outil concret pour créer de l'affinité et surtout créer de la confiance. Mais il y a toujours un mais, vous savez avec moi, il aurait pu aller beaucoup plus loin. En mode, typiquement, là, c'est une occasion en or. Là, il dit, ah, yeah, ok. Mais en fait, s'il est intéressé, dis-lui, en fait, même je peux aller même plus loin. Ce que je peux faire, c'est potentiellement vous partager, vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment l'utiliser. Et ensuite, peut-être vous faites joujou avec, etc. Et puis ensuite, on se fait un autre call et je vous montre en fait des cas d'usage où je l'ai vraiment utilisé, ce que ça va vous permettre, etc. Pour essayer de construire un deuxième meeting
Et là, du coup, peut-être en fait, ça peut être avec toi, ça peut être avec d'autres personnes, etc., qui peuvent être pertinentes. Ça permet de mettre dans le cambouis, de montrer effectivement qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec tel ou tel outil ou sur votre ICP, comment vous pouvez aller plus loin, etc. Et du coup, je vous montrerai l'utilisation de ce template en temps réel, etc. Voilà. Là, c'est une occasion en or. Il l'a pas fait. Donc, il est en mode, je vous le partage et puis voilà, eux, ils vont l'utiliser, etc. Il y a une opportunité là, en fait, de créer du coup un deuxième rendez-vous. Notamment, je l'aurais fait parce que là, en fait, l'impact, comme je disais encore une fois, l'impact business, il n'est pas encore vraiment palpable. Donc, c'est un moyen de poursuivre les relations, de apporter de la valeur. Et je veux aussi également m'arrêter sur ce côté-là. On en parle sur la prospection qu'aujourd'hui, il faut apporter beaucoup de valeur et pas juste dire, voilà, je vais vous résoudre votre problème, est-ce qu'on peut en parler Il y a pas mal de boîtes, notamment aux US, où, en fait, on va partager un contenu, mais de forte valeur ajoutée. On ne parle pas du e-book, voilà, du énième e-book que personne ne va lire. On parle vraiment de contenu pour lequel, en fait, les boîtes pourraient payer pour ça. Ou bien, on a des boîtes qui vont créer des mini-tools gratuits qui vont mettre à disposition de leurs clients, donc soit en libre service, ou soit effectivement, ça peut être des outils qu'on peut avoir. Voilà, nous, on a mis ça en place pour nos clients, pour qu'ils leur permettent de faire ça, etc. Si vous voulez, je peux vous permettre de tester, etc. Ça, c'est vraiment des choses à pas négliger et à essayer de réfléchir, à se dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui apporterait suffisamment de la valeur à mes clients pour les garder engagés. Donc là, typiquement, par exemple, ce template, c'est un exemple, mais il pourrait proposer mon client plusieurs templates. Ça permet de garder en fait ses prospects engagés. Je le dis souvent, 70% de vos deals, vous ne les signerez pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Voilà. On ne signe pas tout de suite les prospects avec lesquels on parle. Parfois, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et l'enjeu, du coup, de tout commercial ou d'un fondateur d'une boîte, ça va être de faire en sorte de savoir engager, impliquer, continuer les conversations avec des prospects avec lesquels on a parlé il y a 3, 4, 5, 6 mois. Et pas être dans le truc de allô, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, je voulais savoir si vos enjeux avaient évolué et si on peut du coup reparler de nos sujets. Bon, ok, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a moyen qu'on vous mette, voilà, on vous banne. Donc du coup, il faut essayer d'apporter de la valeur. Et un des moyens, ça peut être ça. Ça peut être des templates, ça peut être du contenu, ça peut être des outils, etc. C'est vraiment très difficile de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter. Mais du coup, j'avais un ami qui avait une phrase qui était essayer de réfléchir à qu'est-ce que des gens pourraient payer. C'est pas forcément très cher, ça peut être voilà. Quel est le contenu ou l'outil, etc., sur lequel les gens seraient prêts à payer parce que ça leur apporte de la valeur, mais que vous ferez gratuitement. Donc voilà, parfois on peut penser que c'est du temps perdu, mais c'est un temps qui peut être précieux à la fois pour bien prospecter, mais aussi également, là, dans ce cas-là, voilà, si je signe pas tout de suite ce prospect-là, j'ai une bonne conversation avec lui, il a des enjeux, etc., je peux le garder, du coup, engagé grâce à du contenu et là, en l'occurrence, un template que je lui ai donné. Donc, très bonne idée, mais il aurait pu aller un peu plus loin. Bon, on va finir maintenant sur la fin du rendez-vous, notamment sur la partie next step. Comment, du coup, mon client, du coup, conclut ce call. Ok, du coup, la fin du rendez-vous. Donc là, on va voir les next steps. Okay. What do you have in mind? I guess as a next step, if there is any. Pire question ever. Ne posez jamais cette question. Là, on va le voir. Mais là, du coup, déjà, il n'idait pas vraiment le rendez-vous. C'était plutôt le prospect qui a un peu mené la danse. Il l'a un peu reprise quand il a commencé à pitcher sa méthode. Mais du coup, en fait, là, c'est énormément le prospect qui a pris énormément la parole. Et donc, du coup, en fait, encore une fois, le rendez-vous de découverte, il a 2 objectifs. Le premier, c'est d'avoir les informations dont on a besoin. Et parfois, comme je disais, le prospect ne nous apporte pas les informations dont on a besoin. Il peut nous apporter plein d'autres et c'est cool. Ça nous alimente, mais il y a des informations qu'on doit absolument avoir. Et puis, deuxième chose, le rendez-vous de découverte sert à donner envie à la personne de continuer et d'impliquer d'autres personnes. Donc là, en l'occurrence, on va dire le rendez-vous... je mettrai une note à la fin du rendez-vous, donc restez jusqu'au bout pour avoir la date. Mais en l'occurrence, oui, là, le prospect veut le revoir. Mais vous allez voir.
if you like just a simple, like, it doesn't have to be anything in depth, but just a simple structure of like how you typically work with clients, whether that be like, I consult X amount of hours and like this is Right. kind of how we approach something like that would be helpful to take to the team. And then as a next step, what I'll do, what I would love to do is maybe just connect you very briefly with our director of new business sales, who's like running the new business sales side, and just make sure that like we as a team could work together. But if you don't mind providing that to start with, that would be great. And then I can follow up and reach out to you and find a time. I think I still have your scheduling link, so I can find a time for his name is you and Chris to potentially connect. Vous voyez, là, il perd complètement le lead. C'est du coup le prospect qui impose du coup son plan. Ouais, du coup, ce que je te propose, c'est que tu me partages un document. Voilà, ensuite je ferai ça, etc., etc. Bon, vous allez me dire, c'est quoi le problème? Il a une idée fixe enfin, une idée assez précise de ce qu'il veut comme next step. Oui, mais le problème, c'est que quand on est dans ce cadre-là, c'est plutôt à vous de proposer un plan par rapport à l'impact qu'il veut. D'accord? Donc, encore une fois, comme l'impact, le critical event, il n'est pas forcément très au clair dans ce rendez-vous-là, du coup, c'est compliqué pour mon client de imposer un plan. Quand je dis imposer un plan, c'est plutôt co-construire un plan, pardon. Mais typiquement, next step idéal, c'est de dire, bon, ok, j'ai compris. En fait, aujourd'hui, voilà votre enjeu, optimisez votre stratégie d'outbound, voilà les problématiques que vous avez, etc., etc. Donc, on reprend un peu tout le rendez-vous. Évidemment, l'idée, c'est pas faire de la redite, mais en tout cas, de reprendre les éléments clairs et de dire, voilà, moi, la manière dont je fonctionne avec mes clients, l'idéal, si vous voulez avoir des résultats, mais encore une fois, il fallait avoir un peu une idée un peu précise des résultats et pas juste le process, parce que là, en l'occurrence, vous vous souvenez, il a posé la question de l'impact, il a dit, un process auquel j'ai confiance, ça peut être dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Donc, dans un cadre où il aurait eu un peu plus d'éléments, c'est dire, si vous voulez avoir tel résultat à tel moment, par rapport à mon expertise, il faudrait commencer à tel moment, parce que le fait de mettre une infrastructure, de travailler sur les noms de domaine, de faire ça, de travailler sur votre TAM, d'élargir, de discuter avec les équipes commerciales, voilà le temps. Et c'est ce que je disais en fait dans la présentation commerciale, c'est intéressant de mettre un peu une timeline. Voilà, globalement, pour un projet comme vous voulez, voilà le temps que ça met, et pour avoir les résultats à tel moment, il faudrait commencer à tel moment. Et c'est vous qui donnait un peu le tempo, le timing. Et évidemment, quand je dis co-construire, c'est dire, est-ce que ça vous paraît, du coup, ça vous paraît plausible de commencer à tel moment? Quelles sont les personnes? Ça manquait beaucoup les questions des personnes, etc., qui seraient impactées, en fait, en tout cas, impliquées dans la décision. Encore une fois, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de deals où il y a une personne seule qui prend la décision. Donc, ok, ces personnes-là, quand est-ce que je pourrais les rencontrer? Est-ce que vous êtes au même endroit? Est-ce que vous parlez souvent? Est-ce que vous parlez que de temps en temps? Est-ce que ce sujet sera mis sur la table, etc. Et c'est là où on repart dans une série de questions pour essayer d'identifier le plan, la suite, quoi, tout simplement. Okay, let me quickly. So, what format would you like? Would you rather have that on Notion page, slides? Literally anything, whatever is easier for you. We are a Notion shop, but we are a bad Notion shop. Là, en fait, du coup, il se focus sur du coup, le format du document, etc., etc. Donc, voilà. Okay. And then I guess the meeting with the BizDev director would be up to once you review the document, right? Yeah, I'm literally meeting with him today. So I basically talk to him every day at this point. So I can just review it with him this week because we're like kind of heads down focused on this. So I can review it with him and we can take it from there. Là, la question qu'il pose, c'est pour essayer de dire, oui, bon, ok, vous allez rencontrer un directeur, etc. Là, il sait plus trop comment finir le rendez-vous parce que je pense qu'il se rend bien compte que là, il a perdu la main et qu'en fait, du coup, il va être un peu, il va devoir attendre. Il va faire le document, évidemment, mais il va devoir attendre, en fait, le retour. Et parfois, on le sait, quand on vend, parfois, on n'a pas de retour. But I think we'd benefit from someone that has done this before and is an expert on it that can bridge that gap between marketing and sales. So it'll definitely get a vote from me. But yeah, I'd love to just see a little bit more information about how you typically work with folks, and we can go from there.
anything else that I could do to help you on that side to, I don't know if you need to convince him or you need anything, that would make him comfortable bringing an external partner for that part. I will let you know. I don't think so. I think we have a pretty good relationship and we have a lot of trust between us. So generally, like if he or I say something is a good idea, we typically run with it. But I'll let you know if Okay. after I talk with him, if there's like something I need that could potentially help with it. All right. La question est assez bonne, hein. Alors du coup, bon là il dit ouais, on a une très bonne relation, etc. Mais ça peut être intéressant de poser cette question-là quand il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la décision, etc. Bon là en fait, lui il a l'air d'avoir un bon pouvoir de décision, mais c'est pas mal de parfois demander est-ce qu'il y a des choses que je pourrais apporter en complément qui pourrait vous aider, notamment à convaincre. Là, en l'occurrence, je trouve que la question a fait doublon parce que lui, il a déjà demandé en fait un document qu'il va présenter, qu'il va regarder en fait avec le directeur. Donc bon, il a déjà fait une demande sur ce dont il a besoin pour pouvoir convaincre le directeur. Donc voilà. Donc là, a priori, la question est doublon, mais parfois, ça peut être intéressant de la poser quand la personne dit oui, non, c'est bon, c'est très clair, c'est très clair. Souvent posez-la parce que le très clair, bon, voilà. Surtout si vous n'avez pas de présentation, vous n'avez rien, etc. C'est juste un rendez-vous. Bon, il est possible que la personne ensuite, au bout de 2 jours, ait oublié ce que vous lui avez dit. Sorry, last question. What is the time frame that you have in mind here? Yeah, it's tricky because, well, I'm sure you've dealt with this before, but like this sales team is like worried about their quota now. So it's like, Right, yeah. you know what I mean? But it's like, we also want to make sure we're setting up, to your point, we've rushed into a lot of this stuff and haven't nailed it. So, so we want to like do it right. But yeah, probably, we're probably looking to like start to bring someone on within the next couple of weeks is sort of the time frame. Vous voyez, là, du coup, en fait, typiquement, comme il n'a pas posé des questions assez macro, etc., bah, en fait, toute la question de l'organisation, est-ce qu'il y a de nouveaux recrutements qui vont avoir lieu, etc., parce qu'il a été trop micro, en fait, à poser des questions très basiques sur la stack, c'était quoi leur problème, etc. Encore une fois, c'était juste. Mais il y a plein de questions qui ont manqué, plein d'informations. Et donc là, effectivement, à la fin du rendez-vous, tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit « Ah, ok, bah pour le timing, bah tu vois comment est une équipe commerciale, etc. Avec leur quota, c'était peut-être pas le moment, etc. » Mais en fait, là, vous regardez les rendez-vous, enfin, vous vous dites, bah oui, effectivement, c'est compliqué de contrer cet argument-là, cette objection plutôt. Bah en fait, non. Si vous avez en fait des éléments, un impact business clair, où vous avez réussi à faire dire, parce que c'est la réalité, hein, l'idée c'est pas de lui faire dire des choses qu'il ne pense pas, mais que travailler maintenant sur le nouveau système va avoir un impact sur le quota actuel des commerciaux, là, la conversation, elle change. Le rendez-vous peut se faire demain. Et ça peut aller très, très vite. Mais ça, c'est si vous avez gardé le lead. Et il n'a pas eu suffisamment le lead dans le rendez-vous. I'm asking this because there's still something that could be done without like spending too much time on the foundation, which is like how could we help them to drive pipeline with the existing system? It's just a matter of like how you prioritize that, right? Yeah. So I could still I'll see how I can make some suggestion, but Okay. you don't have to wait 3 or 4 months until we have the whole thing ready. Du coup, il essaye, c'est très bien, il essaye, il dit oui, il y a peut-être il y a peut-être un truc, un entre-deux, entre mettre en place le gros système et d'avoir des quick wins, etc. Mais ça, par exemple, typiquement, ça arrive trop tard dans le rendez-vous, ça aurait pu arriver plus tôt pour qu'ils se disent, bah, en fait, on peut travailler en 2 temps. Voilà, d'avoir ce truc-là en tête, en disant, bah voilà, en fait, dans l'approche, encore une fois, il pourrait avoir, dans ma méthode, il y a une première step où effectivement, mon objectif, c'est de vous aider à avoir un système prédictible auquel vous avez confiance, etc. Mais en attendant, je sais qu'en faisant 2 ou 3 actions, je peux avoir un impact maintenant sur le quota, les objectifs de vos commerciaux. Bah là, en fait, vous allez avoir un autre rendez-vous. Vous allez avoir une personne qui va pas forcément vous dire j'achète, mais qui va tendre l'oreille en disant ok, d'accord, bah peut-être que ça vaut le coup qu'on rencontre le directeur peut-être plus tôt que prévu. Voilà. Donc c'est dommage. En fait, vous avez compris, en fait, c'est une question de lead.
Donc, le rendez-vous en soi, si je devais mettre une note, je mettrais une note de 5 sur 10 et je peux tirer à 6 sur 10. Mais voilà. Pourquoi? Parce que, comme je disais au départ, pas de cadrage. Donc, cadrez vos rendez-vous au départ pour garder le lead, pour poser les premières questions qui vont orienter la discussion là où vous voulez aller, pas pour manipuler évidemment votre prospect, mais pour pouvoir avoir les informations dont vous avez besoin. Donc effectivement, ça veut dire aussi également, et donc du coup, c'est effectivement le conseil que j'ai donné à mon client, c'est de faire une liste très précise de quelles sont les informations que vous devez aller chercher dans n'importe quel de vos rendez-vous de découverte. Première chose. Deuxième chose, sur les questions, être sur des questions à la fois macro et micro, donc pas rentrer directement sur les sujets d'expertise pointus, etc., mais aussi également comprendre l'environnement, le contexte, quels sont les objectifs globaux, etc., où se place, c'est quoi la position du prospect par rapport à l'organisation, qu'est-ce qu'il cherche à réussir pour lui-même, etc. J'ai déjà parlé de ces choses-là dans plusieurs de mes vidéos. Ensuite, il y a la partie pitch, comment avoir un point de vue incarné, quelque chose qui permette en fait de marquer les esprits à la fin que la personne se dise waouh, c'est smart, ok, c'est structuré, je comprends, c'est travaillé, etc. Surtout quand on fait du service, ça vaut le coup de montrer qu'on a une vraie méthode, etc. Donc aussi également, si ça peut vous aider, si vous êtes très bon à l'oral, pas obligé d'avoir des slides, mais si vous vous dites que ce serait beaucoup plus lisible pour projeter votre prospect, créez des slides, prenez un designer qui va mettre en avant tout ce que vous voulez mettre en avant, justement, pour faire en sorte que le design épouse bien votre message. Et ensuite, on a vu le fait d'avoir des informations clés aussi également, l'impact et le critical event. C'est très important. Quel impact à la fois rationnel, émotionnel, le prospect cherche à avoir, quel est le critical event, quel est le moment, quelle est la date butoir sur lequel si le prospect n'avance pas, du coup ça va ruiner tous ses efforts et tous ses objectifs. Encore une fois, on s'est dit comment on utilise bien les use cases clients, de prendre le temps de les travailler pour mieux les utiliser et agrémenter, illustrer en fait le pitch, afin que le pitch à la fois soit plus coloré et moins générique, le moins générique possible. On a dit aussi également de pas hésiter à apporter de la valeur aussi également avec un outil, un template, du contenu, etc. et de faire ces propositions-là pour montrer en fait qu'on va beaucoup plus loin et qu'on va du coup toujours faire l'extra mile pour son prospect. Et aussi également à la fin, très important, travailler ces next steps en proposant un plan de succès. Voilà aujourd'hui le moment où vous devez atteindre cet objectif. Voilà comment je vais vous aider en commençant à ce moment-là, en faisant ça, en validant chaque micro-étape que vous présentez avec votre prospect pour co-construire et valider effectivement que ça peut matcher avec son timing. Ensuite, il y a pas mal de choses, parce que je voulais pas être trop longue, parce que c'était un reproche qui m'a été fait sur les précédentes vidéos, et donc je vais essayer d'être un peu plus synthétique, mais du coup effectivement il manquait aussi également pas mal de questions. Il a posé des questions sur effectivement c'était quoi ces critères de réussite, etc., mais il manquait toute la partie critères de décision. Qu'est-ce qui est important pour eux quand ils choisissent un partenaire externe? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Comment c'est passé? Est-ce qu'ils ont des bonnes expériences, etc. Toute la dimension du SPICE, le D, ce n'est pas juste poser la question de qui décide et qui prend la décision et qui signe le chèque. Il y a tous les aspects, notamment les critères de décision. Voilà, j'ai fini l'analyse du rendez-vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses, que ça va vous permettre d'améliorer vos rendez-vous et d'augmenter votre taux de closing. Si vous en voulez plus, 2 fois par mois dans ma newsletter, je partage mes meilleures stratégies de closing qui sont issues de mes deals et des entreprises que j'accompagne. Et si vous voulez plus d'analyse de rendez-vous et plus de conseils pour progresser en vente, du coup, likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, tu peux mettre un like, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu veux plus de stratégies de vente, j'en partage dans ma newsletter, tu trouveras le lien dans le premier commentaire. Et si tu as un peu de temps, je t'ai choisi 2 nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt.